Aujourd'hui, petit cours de business musical. Alors on prend un carnet, on prend un crayon et on suit attentivement ce que va dire le prof. Charpentier, je vous vois dans le fond là, on se réveille. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va se faire un petit cours. Ça serait vraiment prétentieux de ma part, mais on va parler business musical et notamment la stratégie de l'océan bleu. La stratégie de l'océan bleu est un paradigme de stratégie d'entreprise. Elle diffère de l'océan rouge pour en fait éviter donc les marchés ultra concurrentiels, saturés, où il n'y a vraiment pas de place pour démarrer un business. Donc bien entendu, l'idée est d'éviter les marchés ultra concurrentiels. Ce paradigme donc a été créé, inventé en tout cas, a été écrit par, je vais prendre mes notes, par W. Chang Kam et René Mauborgne, si je prononce bien. Donc c'était visiblement, je crois, des profs de l'INSEAD, école française réputée en business. Donc la stratégie de l'océan bleu, c'est créer de nouveaux marchés et donc de nouvelles demandes, se différencier des concurrents en les mettant hors course et créer de la valeur. Alors si vous êtes intéressé réellement par le business musical et comment vous développer, non pas artistiquement, mais vraiment d'un point de vue business, je vous invite le jeudi 30 juin prochain à 21 h pour un webinaire gratuit où je vais vous présenter la formation Devenez musicien entrepreneur. L'idée de cette formation est de vous permettre de partir, je dirais, de votre chambre, chez vous, de votre canapé, pour développer réellement un business musical. Cette formation comprend plus de 80 heures de cours, plus de 34 chapitres et plus de 200 vidéos, donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd, d'assez large. Et dans ce webinaire gratuit, donc du jeudi 30, je vais vous présenter un petit peu le contenu de la formation et peut-être ce que vous pourriez en tirer. Pour celles et ceux qui me regardent actuellement et qui ont passé la date donc du jeudi 30 juin, sachez que tous les mois, je fais un webinaire gratuit pour présenter cette formation. Donc, il vous suffit pour cela de regarder dans le descriptif ci-dessous, d'aller voir la formation Devenez musicien entrepreneur, de cliquer dessus et de regarder sur la page. Il y a un lien pour s'inscrire pour le prochain webinaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Continuons avec la stratégie de l'océan bleu. Alors, je sais très bien que parmi vous qui me regardez, il y en a qui vont dire « Qu'est-ce que c'est encore cette connerie ? Moi, je suis artiste, je suis pas un businessman, c'est ma musique qui va permettre peut-être vraiment d'avoir du succès. » Donc, à vous qui pensez cela, eh bien écoutez, je pense que cette vidéo n'est pas faite pour vous et donc voilà, vous pouvez quitter tout de suite la vidéo puisque vraiment on n'a pas forcément le même point de vue. Pour les autres, dites-vous bien qu'à un moment donné, toutes les grandes stars du rock, du metal, de la pop, du hip-hop, bref, toutes les plus grandes stars ont dû innover, ont dû se démarquer de la concurrence pour y arriver. Et ça, pas seulement grâce à leur musique. Le souci, c'est que l'on a tous l'impression de faire une musique originale et qui se démarque des autres. Ça, c'est un point classique. On est tous au même endroit, on a tous le même point de vue de penser que notre musique se suffit à elle-même. Alors, la première chose à faire pour dégager déjà une stratégie, c'est de connaître son point de départ. Savoir où est-ce que l'on est aujourd'hui, savoir quels sont ses atouts, ses forces, ses faiblesses, et savoir où est-ce que l'on veut arriver. Regardez ce que font les autres artistes, c'est-à-dire regarder la concurrence. Comment se démarquer, comment copier ce qui est intéressant chez eux, mais comment à chaque fois se démarquer. Et enfin, mettre en place une vraie stratégie. Sachez que rien n'arrive par hasard et qu'il est difficile de ne compter que sur la chance. Donc ça, ce sont les 3 points communs, je dirais, qu'ont eu tous les artistes qui ont réussi de faire cette analyse, de regarder la concurrence et de ne pas compter sur la chance, mais de compter sur son travail. Alors,
Copier n'est pas sale, copier n'est pas mal, les amis. Copier vous permet déjà premièrement d'apprendre la musique, c'est aussi comme ça que l'on forge son univers artistique, en copiant eh bien, les artistes que l'on aime, ça c'est le premier point. Et ensuite, copier vous permet d'être facilement identifiable, d'être facilement repérable par les autres. C'est aussi un moyen d'être plus facilement accepté. Et ça, ceux qui ont démarré un projet savent de quoi je parle. Le fait de copier vous permet aussi de rentrer facilement dans des cases et rentrer facilement dans les codes inhérents à chaque style de musique. Par contre, le fait d'être trop facilement identifiable va faire que l'auditeur va immédiatement vous comparer. Puisqu'il va comprendre les codes, il va comprendre en gros ce que vous avez copié, donc il va musicalement, il va l'accepter plus facilement, mais il va tout de suite comparer et forcément par comparaison, vous serez toujours moins bien que l'original. Ça c'est d'une évidence sans nom, mais c'est un truc qu'on oublie. C'est vrai qu'on a tendance à copier pour être plus facilement accepté, mais en fait, forcément l'auditeur va toujours vous dire « Ah ouais, ça me fait penser à ». Et dès l'instant où vous dites « ça me fait penser à », où vous êtes trop proche de cet univers-là, eh bien, il va forcément, c'est logique, préférer l'original à votre musique. Donc, cette stratégie de l'océan bleu, le fait de vraiment aller sur un marché où, en gros, il n'y a pas grand monde, va faire que vous allez vous sentir plus seul au début, vous allez être moins identifiable, moins accepté, mais comme vous allez être seul, vous allez pouvoir définir aussi les règles grâce à votre musique qui va vraiment se démarquer de la concurrence. Toutes les musiques mainstream aujourd'hui sont obligatoirement sorties d'une niche, voire d'une niche dans la niche. Je pense à, par exemple, un groupe qui s'appelle Apocalyptica, qui faisait des reprises de Metallica, mais au violoncelle, et donc ils ont réussi à rentrer dans le marché, dans la scène métal, en copiant un code, mais en étant complètement différent, en amenant la musique de Metallica, par exemple, par du violoncelle. Je pense aussi à Joe Satriani, j'en parle souvent sur cette chaîne-là, puisque contrairement à ce que certains ont pu penser sur mon analyse de son titre Sahara, je suis fan et je respecte énormément Joe Satriani, notamment pour ses stratégies de business. J'ai fait une vidéo, je vous mets le lien ici, comme quoi Joe Satriani peut être votre meilleur prof de business musical. Et donc Joe Satriani a, au début des années 80, il a sorti un EP où il faisait absolument tout avec sa guitare. Ensuite, il a sorti Not of the Earth, son premier album qu'il a autofinancé avec sa carte de crédit, où là il y avait quelques boîtes à rythme, mais c'était très spécial. Et cet album-là lui a permis d'avoir, je dirais, un deal avec Relativity Records, et ça a donné Surfing with the Alien, carton mondial sur un style de musique qui était, je dirais, vraiment de la niche, qui était ce hard rock instrumental où il n'y avait pas de paroles. Et Joe Satriani a bénéficié aussi de MTV, puisque ses clips passaient sur MTV alors qu'il n'y avait pas de chant. Donc, vous voyez un petit peu, le fait d'être ultra innovant vous permet de vous démarquer de la concurrence. Et Joe Satriani, pour le coup, a même créé le style. Il ne l'a pas créé, mais en tout cas, il l'a popularisé, puisque ça a été le premier à avoir autant de succès. Et donc, les autres se sont engouffrés dans cette brèche, dans ce nouveau courant musical. Donc, vous voyez bien que Joe Satriani n'a pas inventé le hard rock, mais il a inventé la guitare instrumentale dans un format pop qui permettait de passer à la télé, voire même à la radio. Donc, vous voyez bien que là, je reprends l'exemple de Joe Satriani, on est vraiment dans la stratégie de l'océan bleu, puisque sur un marché concurrentiel des groupes de hard rock comme il y avait dans les années 80, et qui lui avait essayé de monter un groupe à peu près identique qui ne marchait pas, il a pris le contrepoids, je dirais, en restant dans l'univers, mais en cassant les codes, en ne faisant que de la guitare instrumentale, avec des thèmes qui pouvaient se chanter. Bref, ce qu'il n'était pas capable de faire au chant, il l'a fait avec sa guitare. Donc vous voyez que chaque style, on peut l'analyser ça sur chaque style, et moi j'ai pas la culture musicale pour vous le donner sur beaucoup d'autres styles, mais chaque style a chaque fois eu son ovni, le truc qui sort. Et bien voilà, petite coupure de courant. Bon,
Petite pause café alors. La fée électricité est revenue. Donc, chaque style musical a toujours connu son propre ovni, le truc qui a redéfini le genre ou qui a cassé les codes. L'autre moyen aussi de se démarquer, c'est par l'aspect visuel, par le look, par la scénographie, par l'imagerie que l'on développe autour de sa musique. Le métal pour ça est très très fort. Kiss, Rammstein, Slipknot, etc. Vous avez plein de groupes qui font ça. De retour du Hellfest, je peux vous dire qu'il y a des groupes qui, au final, ne misent aussi que sur ça. Musique très classique, voire assez banale, on va dire, mais visuelle, mais scénographie du tonnerre. Maintenant, c'est aussi un moyen de se démarquer de la concurrence. Je crois que Slipknot, s'il n'avait pas été masqué et avoir vraiment ce look improbable, peut-être que la musique serait moins bien placée. En tout cas, ça aurait été un groupe obscur de death metal, de metal extrême, comme il y en a plein d'autres. Mais là, ils ont réussi, par le visuel, à mettre en avant leur musique, qui au final pouvait être assez classique, mais avait de très bonnes chansons, c'était très bien écrit, et avec un chanteur, Corey Taylor, assez exceptionnel. Donc, comme je viens de le dire, c'est assez fréquent dans le métal. Mais par exemple, je me suis posé la question, pourquoi ça n'est pas aussi fréquent dans le jazz, par exemple? Le jazz, qui est une musique qui peut être considérée comme austère, avec à chaque fois, je dirais, des musiciens que l'on voit habillés en Monsieur Tout-le-Monde et qui jouent certes très bien, mais où au final, il ne se passe pas grand-chose sur scène, quand je mets ça entre guillemets, parce que je pense que les jazzeux vont tirer sur moi à boulet rouge, mais voilà, il n'y a pas d'entertainment comme il y a dans d'autres styles de musique. Pourquoi le jazz, à un moment donné, ne décide pas, pour mettre en avant sa musique, pourquoi il n'y a pas un groupe de jazz qui ne décide pas, pour mettre en avant sa musique, d'avoir un côté entertainment par un aspect visuel aussi, pour permettre aux gens d'avoir un accès à la musique. Ne négligeons pas le côté visuel, qui n'a rien à voir avec la musique, mais qui donne aussi un accès à la musique. Alors, autre exemple, Bowie est le champion du monde de ça. Bowie est un vrai caméléon, il a changé de look en fonction de l'univers artistique de ses titres. Ça a toujours été, donc je dirais c'était très calculé de sa part. Et pourtant, Bowie reste, je dirais, une référence, reste un artiste magique, juste artistiquement, mais par le côté visuel, il a permis de se démarquer des autres, de la concurrence, dans un style qui pouvait être assez classique, assez glam au début, pour pouvoir vraiment amener les gens dans son univers et vraiment à rentrer aussi dans la qualité de ses compositions. Autre exemple français, Mylène Farmer, qui dans les années 80, je crois que son premier single c'est Papa à tort, chanson très classique, où on sent déjà la différence qui se passe sur le texte, et puis ensuite il y a Libertine, où là elle casse complètement les codes du clip, de l'aspect visuel, du côté shocking du clip, voilà, du texte Je suis une catin. Et Mylène Farmer avec un petit brin de voix très très léger, voilà, avec une musique assez conventionnelle, on va dire, par les textes, de l'aspect visuel et chorégraphique, on va dire, prend la main, je dirais, crée son univers, son style, et en devient un mythe assez rapidement. Le rap a eu aussi quelque part ce même style de développement, voilà, de musique underground. On est passé à des textes assez choquants, avec une imagerie assez travaillée, pour aujourd'hui devenir la musique la plus écoutée dans le monde. Alors, dites-vous bien que la musique est une industrie, c'est un business à part entière. Que vous soyez artiste, c'est super bien, ok, mais c'est pas votre musique, je le répète, qui va faire que vous allez être repéré. C'est, si jamais, et encore plus aujourd'hui qu'hier, c'est-à-dire qu'hier vous pouviez avoir une bonne chanson et être repéré par une maison de disques, qui malgré tout vous faisait un relooking et qui s'occupait de l'imagerie. Aujourd'hui, si vous êtes tout seul, eh bien votre musique, même si c'est un tube, ça va être très difficile de vous faire accepter et de vous faire repérer. Parce que, en gros, tous les styles
ont le même type de développement. Ça part de l'underground, d'une niche de l'underground. Ensuite, on a le premier développement qui dure très longtemps. Premier succès, ça passe mainstream, conquête de parts de marché, saturation du marché, déclin. Il n'y a pas un style musical qui n'a pas suivi ce même cycle. Ce sont des cycles comme les cycles économiques, comme les cycles de consommation de produits lambda. La musique est un produit de consommation, je suis désolé de parler comme ça, mais lambda. Donc, à ceux qui pensent que le hip-hop, le rap va rester au top indéfiniment, c'est pas possible. Puisque, je dirais, le rock a connu son apogée et son déclin, la musique électro de la même manière, et bien le hip-hop va connaître la même chose parce que il y a aujourd'hui saturation de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que plus il y a d'offres, plus la qualité de l'offre baisse. C'est logique, c'est mathématique, moi je trouve pas le mot, tiens. Alors cette stratégie de l'océan bleu, c'est quelque chose dont je parle souvent dans la formation Devenez musicien entrepreneur et notamment dans l'accompagnement que je fais tous les mois avec chaque membre de la formation pour en fait définir quelle est sa stratégie, comme je vous le disais au début, quel est son point de départ, où est-ce qu'il veut aller et comment il va se différencier des autres. Moi je ne parle pas de musique quelque part dans le cadre de cette formation-là parce que chacun a son propre univers musical. J'essaie juste d'attirer l'attention comment chaque artiste va se démarquer de la concurrence, va se permettre, avec des moyens forcément limités, comment chacun va pouvoir passer le cap et comment chacun va pouvoir quelque part se faire repérer et créer sa communauté, trouver des fans. Le point qui est vraiment important, c'est d'apporter de la valeur. Plus vous allez apporter de la valeur aux gens, plus ils vont vous suivre. Et quand je dis apporter de la valeur, c'est vraiment leur donner de la valeur. Et plus vous allez donner de valeur, plus les gens vont être intéressés par ce que vous faites, notamment si vous êtes aligné par rapport à vraiment qui vous êtes et ce que vous voulez faire. C'est assez important. Après, vous pouvez aussi décider de faire un truc complètement fake, mais vous allez le marketer quelque part comme vraiment un produit lambda. Mais dans le cadre d'artistes qui veulent exprimer quelque chose, il faut vraiment malgré tout passer par ce stade de regarder ce que fait la concurrence, savoir comment on se positionne dans ce marché et quels sont les points différentiels que l'on va avoir par rapport aux autres. Donc ça, si vous voulez, on en parle le jeudi 30 juin prochain à 21h, c'est gratuit, je le répète. Il vous suffit pour ça de vous inscrire et puis vous verrez bien si la formation Devenez musicien entrepreneur peut répondre à une problématique que vous avez actuellement qui vous empêche de vous développer. Mais sachez que sur les 80 heures de formation que vous allez avoir un accès instantané, plus l'accompagnement que l'on va faire ensemble, il y a de fortes chances qu'on arrive à débloquer beaucoup de points et vous permettre d'avancer. En tout cas, c'est le cas pour de nombreux apprenants qui ont suivi ou qui suivent encore cette formation-là. Et donc, vraiment, beaucoup ont pu vraiment passer un cap et se professionnaliser. Pour en revenir à la stratégie de l'océan bleu, deux derniers exemples sur lesquels je voulais revenir, c'est Daft Punk, voilà, qui est une référence mondiale. Daft Punk, quelque part, n'a pas inventé grand-chose. Ils ont, dans les années 90, pris une musique qui était old school, donc tout ce qui était un peu funk, ils l'ont fait de façon électro parce qu'ils n'avaient pas de moyens, voilà. Et puis, ils ont écrit des bonnes chansons. Ils se sont masqués, voilà, on ne savait pas qui c'était, ce qui a accentué, je dirais, le côté fantasmagorique que l'auditeur pouvait avoir sur le groupe. Et puis, la consécration, quand ils avaient les moyens, ils ont fait un album très, on va dire, très MJ, très Michael, tout en ayant leur univers, parce qu'en fait, ils ont pu redéfinir les règles de ce qu'était ce type de musique. Donc ça, c'est très fort. L'autre exemple, c'est encore un groupe français, c'est Gojira, voilà, groupe de métal français, ultra extrême. J'ai jamais été grand fan, et puis, sur les 2 derniers albums, j'ai trouvé que la direction qu'ils prenaient devenait beaucoup plus atmosphérique, beaucoup plus prog, moi qui me parlais beaucoup plus, parce que j'étais pas très fan de la voix de Joe, très death, c'est pas vraiment le truc que j'aime. Et puis là, je les ai vus au Hellfest, et j'ai pris une baffe monumentale
puisque ils ont évolué, ils ont fait évoluer leur musique vraiment de quelque chose qui, on pourrait dire, qui était très classique, mais par le côté ultra technique qu'ils ont amené, et ils l'ont amené sur notamment un côté très atmosphérique. Ils ont fait une scénographie sur ce concert du Hellfest qui était exceptionnel, vraiment dans la retransmission des images de scène, dans les films qu'ils ont diffusés, dans les lights, et vraiment, sincèrement, j'y allais en me disant je vais écouter un titre ou deux et je vais me barrer, et j'ai écouté un titre ou deux, et en fait j'ai été happé en premier par la scénographie, les lights et les images, ce qui m'a permis en fait d'être happé par la musique, et en fait de faire abstraction de la voix que j'aime moins, puisque en plus la voix maintenant est traitée très loin, très atmosphérique, toujours braillé, toujours hurlé, mais c'est rendu vachement plus accessible par une redéfinition des genres, et pour au final réussir à créer dans un style, j'irais, on va dire, éculé, vraiment un nouveau style où aujourd'hui Gojira est le seul, je pense, à pouvoir proposer ça, et donc à se démarquer complètement de la concurrence, puisque ils ont créé cet océan bleu pour eux, créé ce type de musique où ils sont les seuls à le faire, ils sont les seuls à le maîtriser à un tel niveau, et ça a été une énorme baffe. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette stratégie de l'océan bleu. Je pense que c'est quelque chose que vous devez garder absolument en tête. Dès l'instant où vous avez envie de faire autre chose que de la répétition et boire des bières, où vous avez une vraie envie de développer votre projet artistique, que ce soit en solo ou en groupe. Les exemples, il y en a plein. Moi, je vous ai donné aussi des exemples de ma propre culture. Je sais que dans le hip-hop, il y a ces mêmes stratégies, mais je connais beaucoup moins. Voilà, donc regardez, peu importe, vous qui me regardez, peu importe le style de musique que vous faites, ce sont le paradigme que vous devez prendre en compte, le côté stratégie marketing, stratégie d'entreprise, et puis regardez dans votre style musical, regardez dans votre univers un petit peu comment vous vous positionnez et comment vous allez pouvoir vous différencier des autres. Voilà, eh bien, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo avec les copains et les copines. La chaîne en a besoin, bien entendu, pour se développer. Et puis, dernière chose, je vous rappelle, si vraiment ça vous intéresse, rendez-vous jeudi 30 juin à 21h. Il faut s'inscrire, par contre, vous avez le lien dans le descriptif ci-dessous. Et puis, si vous regardez cette vidéo passée le 30 juin, eh bien, dites-vous bien qu'il y a un webinaire tous les mois, sauf le mois d'août. Je vais faire vacances, et donc on se retrouve dans ce cas-là, si vous l'avez raté, pour le prochain webinaire. Sinon, vous avez mon mail dans le descriptif, vous pouvez me joindre, et puis je vous répondrai. Voilà, je vous embrasse, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.